merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu un dimanche matin au Parc Rambaud. Et vraiment, ces rencontres d'économiques ne sont pas seulement un peu d'air frais et d'oxygène, c'est une graine d'espoir et une graine que l'on espère faire grandir. Alors mon propos va porter sur sur une bataille en fait, sur une bataille d'idées, autour de laquelle le prix prend toute son importance. Et je vous propose de commencer par une mise en perspective un peu historique. Donc je ne vais pas remonter très très loin, je vais commencer au tout début des années 70, parce que je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez important qui n'est pas forcément toujours commenté ou connu. En fait, nous arrivons à la fin des années 60, tout début des années 70, à un essoufflement des fameuses 30 glorieuses qui étaient en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et les 30 glorieuses se sont caractérisées par quoi? Elles se sont caractérisées par une croissance très 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 forte, fondée de manière très importante sur l'extractivisme, sur le productivisme, sur l'utilisation des ressources et notamment du pétrole. Et forcément, ils ont tellement exagéré dans le pot de confiture à force de mettre le doigt dedans que l'essoufflement commence à se sentir. Et d'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là que les économistes qui avaient mis un peu sous le boisseau l'école de Chicago dans les années 30, etc., eh bien, commencent à ressurgir pour se dire qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre. D'accord? Donc on est dans un contexte à la fin des années 60 où on commence à se poser des questions parce qu'on voit que déjà le modèle, on commence à avoir éclusé le pétrole, ça commence à se sentir à ce moment-là. C'est aussi en 70, 71, 72 ce que je pense on peut appeler une apogée du mouvement de protection de la nature par rapport aux lois du marché. On va avoir simultanément le grand sommet de Stockholm, qui est le premier sommet de l'ONU sur l'environnement en 1972. On va avoir le rapport du Club de Rome en 1972. Et nous avons, vers la fin de 1971, en parallèle, quelque chose de fondamental, c'est la fin de l'étalon or, qui marque en fait la possibilité pour sortir la croissance et l'économie de cette gangue dans laquelle elle n'aurait jamais dû sortir, qui est le fait d'être rattaché à quelque chose de physique. Tout d'un coup, on va décider que finalement, l'argent n'a plus de rapport avec une quantité finie. Et donc, ça ouvre la porte. En 71, la porte est ouverte à pouvoir dire, eh bien, l'enrichissement n'a plus de limite. Et donc on se joue là avec une grande intensité, à la fois un mouvement de protection de la nature qui arrive à son apogée et la contre-attaque qui commence à se mettre en place du côté financier. Il va se passer quelque chose en 73 qui est pour moi un peu un point de tournant historique. C'est que l'ONU propose une résolution qui est celle de contrôler les multinationales. C'est en 73 et notamment avec un exemple d'une multinationale qui s'établit au Chili et qui va, donc on commence à voir effectivement le cheminement, et l'ONU va porter à ce moment-là, avec cette résolution, eh bien le fait de rappeler que le politique, l'intérêt général, doit primer sur le développement des multinationales. Et donc, il passe la résolution et le lobby qui se met ensuite en place est tellement violent. L'administration américaine jouera un rôle clé d'ailleurs dans cette bataille, que finalement ça se termine par un code de bonne volonté de la part des multinationales. Cet acte-là, qui est passé quand même assez inaperçu même à l'époque et dont on n'en parle pas beaucoup, et marque la fin de
ou si vous voulez appeler un échec, mais ça ne sert à rien de se flageller, mais elle marque la fin d'une dualité qui permettait de contrebalancer. C'est-à-dire qu'à partir de 1973, d'une part avec la fin de l'étalon or, et d'autre part avec le fait que l'ONU va être mise à partir de là en coupe réglée par rapport au monde économique. Ça a été, voilà, c'était vraiment le coup d'envoi, et il a été stoppé net. Et le fait de le stopper, d'inscrire dans le marbre que de fait, du côté de l'ONU, eh bien, on n'allait pas imposer à des multinationales un contrôle politique quelconque de la part des nations, eh bien, on vit aujourd'hui, en 2016, toujours sur la continuité de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, la financiarisation, moi j'aimerais la dater à partir de 1973. Elle va se mettre progressivement en place. En France, on y a participé aussi avec cette fameuse indépendance des banques centrales. Vous savez que là, pour une fois, ce n'est pas venu des États-Unis, mais c'est la France qui a donné le ton, elle a donné le là. Et qu'en 1973, effectivement, en décidant que l'État, ou en tout cas la puissance publique, ne peut plus battre monnaie, et qu'elle est pour cela obligée d'emprunter à des taux et donc à payer des taux qui seront toujours plus élevés que ceux de la, qui seront en tout cas plus élevés que ceux de la croissance, ce qui va générer mécaniquement un endettement chronique, mécanique, indépendant finalement de la politique qui est suivie. Si vous devez avoir des intérêts plus élevés que ceux de votre croissance, par définition, vous n'arrivez jamais à rembourser la dette, puisque vous êtes obligé de rentrer dans une pyramide de Ponzi, qui est celle de payer, de devoir vous endetter pour payer les intérêts des dettes passées. Donc la financiarisation va commencer en 1973, et elle est, comme toujours, hein, elle a toujours son... Il y a toujours des phrases un peu historiques, c'est Nixon qui va la prononcer. Il a gagné à ce moment-là, donc la résolution de l'ONU vis-à-vis des multinationales a été enterrée, et il va prononcer un discours qui va fonder finalement jusqu'à nos jours notre rapport entre le monde économique et la nature. Il va dire il est important, et il faut rendre la croissance plus verte, et cela et pour rendre la croissance plus verte à un coût limité, cela requiert des investissements majeurs. Et donc poser ça veut dire très clairement qu'il va faire de la nature un business. Et c'est là où c'est posé. Donc à partir de 73, vous avez remarqué qu'après, pendant les années 80, 90, qui vont être des années de déréglementation financière sauvage, on ne va plus on va plus parler d'écologie comme on en a parlé au moment du Club de Rome, comme on en a parlé au tout début des années 70. C'est-à-dire que là, les 20 ans qui vont suivre sont en quelque sorte l'obscurantisme de la finance, et la déréglementation, et notamment pour la France, en ce qui concerne la France, la déréglementation financière, n'oubliez jamais, elle avance légalement. Hein, elle passe toujours par la loi, elle passe toujours par le légal. Et le législateur va acter le début de la financiarisation en France. Elle peut être datée, elle est en 1988, avec l'autorisation de pouvoir titriser, c'est-à-dire de pouvoir transformer des dettes en actions, et donc après de pouvoir spéculer et avoir un marché de dettes, ce qui n'était pas possible auparavant, et donc de fait de faire entrer la France dans l'ère de la financiarisation mondiale. Alors, cette déréglementation, 80 qui part donc de l'administration américaine, avec du côté Reagan, et l'écho est fait du côté de Margaret Thatcher en Europe. Et dans les années 90, qui va atteindre vraiment son apogée, moi je voudrais symboliquement donner l'apogée de cette déréglementation en 99 et en 2000. En 99, il y a une loi américaine. N'oubliez jamais, tout ce qui s'est produit avec le politique, avec les parlementaires. Hein, ça passe par la loi.
faut jamais l'oublier, c'est pas juste désincarné. Hein. Donc en 99, il y a une loi américaine qui va être celle qui va permettre la fusion des métiers de spéculation et des métiers de dépôt pour les banques, alors que depuis en fait 1933, ça avait été interdit de manière absolument organique par Franklin Roosevelt à la suite de la crise de 29. Donc déjà, c'est la porte ouverte en fait. Pourquoi est-ce que c'est si important de séparer? On a eu le débat en France, il a été spolié, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi c'est si important de séparer les métiers bancaires de spéculation des métiers bancaires de dépôt? C'est pas du tout parce qu'ils jouent avec notre argent. Parce que la banque, elle crée l'argent ex nihilo. À chaque fois que vous demandez un crédit, c'est pas du tout l'argent de quelqu'un qui l'a déposé avec son salaire. Hein. C'est de l'argent qui est créé avec la ligne au moment du crédit. Non, le point clé, pourquoi c'est si important, c'est justement à cause de la note de sécurité qui est donnée à la banque. C'est-à-dire qu'en fait, si elle a du dépôt, quelque part, c'est open bar. Elle peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle ne peut pas sombrer. Donc, elle peut aller très, très, très loin dans la spéculation et notamment les actions de la banque qui est en même temps banque de dépôt. Eh bien, elles sont cotées beaucoup plus haut, elles sont beaucoup plus sûres parce que les marchés financiers savent que cette banque ne peut pas être abandonnée par l'État. Et donc, pour que vous ayez une sorte d'ordre de grandeur entre une banque qui fait sa spéculation de son côté toute seule et une banque de dépôt qui fait la même spéculation, l'action, pour les 4 premières banques françaises, le fait d'être en même temps banque de dépôt représente une rente de 40 milliards par an en termes de notation, en termes de plus-value de leur action sur le marché boursier à cause de la garantie de l'État, donc de la garantie que nous-mêmes, collectivités, leur apportons. Hein, d'accord ? Donc c'est ça l'enjeu. Donc cette loi en 99 aux États-Unis permet de réunir les deux. Il y a une deuxième loi très importante, très fondatrice, qui est une loi en 2000. Vous voyez qu'on commence à arriver aux abords de ce qui va être la grande crise financière de 2008. En 2000, en toute simplicité, parce que les choses les plus terribles sont toujours les plus simples, eh bien, le législateur américain décide qu'il est interdit de réglementer les produits dérivés, tout simplement. Donc, il le fait par la loi et il dit, voilà, c'est interdit. Alors, les argumentaires sont que, évidemment, la croissance, il ne faut pas brider le libre marché, etc. Mais toujours est-il qu'ensuite, cette loi américaine, eh bien, elle va s'étendre partout puisque le marché financier est mondial et que donc les mêmes règles doivent prévaloir partout. Et donc, effectivement, à partir du moment où on ne peut pas réglementer les produits dérivés outre-Atlantique, on ne les réglementera pas non plus en Europe. Et donc, ça veut dire que vous avez une opacité totale dans tout le marché des dérivés. Donc encore une fois, pour être très clair, le marché des dérivés, ça veut dire c'est pour être très 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 simpliste, c'est tout ce qui vous permet de parier sur des valeurs futures de vos actions. Donc je parie que ça va être tel prix et donc c'est toute la partie spéculative. Donc, on arrive maintenant à la crise de 2008. Et jusque-là, la déréglementation arrive de manière exponentielle. Et curieusement, il faut attendre 2009 et l'échec de la conférence de Copenhague pour que l'on recommence vraiment à parler d'écologie. Si vous regardez comme ça un peu en arrière, les années 2000, 2002, 2005, 2006 restent encore vraiment fondées sur cette espèce de monde financier qui est en expansion, qui est prestigieux, qui prend le dessus. Et en fait, on n'a pas vraiment parlé d'écologie depuis le début des années 70. Et cet échec à Copenhague avec le GIEC qui commence à parler vraiment de réchauffement de manière insistante. Et là, vraiment, entre 2009 et 2016, on peut dire que le discours
sur la crise climatique, le dérèglement, la crise écologique, l'environnement, la prise de conscience aussi des citoyennes partout dans le monde. Elle est extrêmement rapide et assez récente. Et donc on va voir que on est obligé maintenant d'avoir, les entreprises, les grandes multinationales sont obligées d'avoir un discours qu'on appelle RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Alors ça reste totalement non contraignant, hein. La logique est toujours la même, c'est la maximisation du profit pour l'actionnaire, hein, c'est celle qui le guide. Là je cite l'ancien président Jouyet, ce sont ses mots, il a dit bon, les choses n'ont pas changé. Concernant les émissions, elles sont toujours en progression d'année en année depuis 2009. Chaque année qui est passée, les émissions sont supérieures au niveau mondial que les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures à celles de l'année précédente. Un petit point quand même que je voudrais bien clarifier pour vous, si jamais dans vos discussions nombreuses et riches, vous avez un interlocuteur qui vous dit mais en Europe, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué entre 2013 et 2015. Surtout, répondez-leur que celle de la Chine, où l'industrie européenne a tout délocalisé pour produire moins cher, ou en Asie, elles ont explosé. Et que comme la tonne carbone, malheureusement, ne connaît pas de frontières, le bilan, de toute manière, au niveau planétaire, est désastreux. Hein, donc il y a eu un transfert parce que, en fait, pour Kyoto, on est resté dans une approche géographique, territoriale, qui en fait n'est absolument pas adaptée par rapport à la réalité des émissions de carbone. Alors, dans ces dernières années, hein, donc moi je suis située dans les 6-7 dernières années, l'écologie revient, elle avait été mise sous le boisseau. Du côté des tenants de la financiarisation et des grandes multinationales, il y a forcément une contre-attaque. La contre-attaque, elle tient dans un mot, dans une phrase que vous allez entendre très souvent. Notre ministre de l'Environnement le répond à qui veut l'entendre. Mais nous sommes dans une situation gagnant-gagnant. Tout ce qu'on peut faire, c'est possible, que ce soit bon pour l'économie, pour la croissance, parce qu'à côté de croissance, ils ajoutent emploi, mais ça, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est un peu une manie, croissance-emploi. Bon, on voit bien que l'un n'entraîne pas l'autre. Et en fait, est bon pour la planète. Et donc, en fait, il n'y a pas de souci. C'est compatible. Et par exemple, il n'y a pas de raison finalement d'avoir cette bataille. En plus, voilà, la preuve, c'est que vous avez suivi la loi sur la biodiversité. Mais je voudrais m'arrêter là-dessus parce qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale il y a une semaine. Et c'est vraiment une loi extrêmement importante. Si vous la lisez un petit peu, si vous voyez l'actualité qui est décrite autour de cette loi, on parle beaucoup des abeilles, des néonicotinoïdes, du fait qu'elle interdit les néonicotinoïdes. Mais tout ça, il y en a des tonnes, mais c'est surtout une loi qui introduit la compensation financière à l'acte de détruire la nature et qui introduit ce qui est en cours aux États-Unis depuis plus de 20 ans, et qui crée en fait un marché financier du droit à détruire l'environnement de manière irréversible. Et c'est ça que contient cette loi sur la biodiversité. Le mécanisme de la compensation est grave et pour plusieurs raisons. Et je suis personnellement affligée de voir à quel point ce débat est peu porté dans le débat public. Il nous concerne maintenant. C'est le 11 juillet prochain. Cette loi qui a déjà été donc adoptée à l'Assemblée nationale sera examinée au Sénat. Et je trouve le débat en la matière absolument atone. Alors qu'est-ce que ça veut dire la compensation? Elle veut dire qu'une entreprise qui a envie de détruire
qui a envie de construire plutôt un complexe n'importe où, voilà, n'importe quoi, bétonné quoi, pour faire court, elle va donc détruire une zone humide, un bois, un écosystème. Elle va créer une industrie qui va avoir des polluants derrière. Elle va le faire. Donc elle va dire, moi je voudrais le faire, mais je vais compenser. Donc je vais passer. Compensation, ça veut dire obligatoirement intermédiaire financier. Ça veut dire forcément établissement financier. Donc je vais payer une sorte de soulte pour m'excuser. Sachez que par exemple pour Notre-Dame-des-Landes, sur les 1600 hectares de zones humides, la compensation qui était proposée à Vinci était donc de 640 hectares pendant 30 ans, pour aider sur d'autres endroits en France pour préserver d'autres zones humides. Mais vous voyez déjà, il y a une décote, elle est limitée dans le temps et donc elle passe par un intermédiaire financier qui va faire en fait le passage financier. Mais au passage, qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'argent versé par l'entreprise qui bétonne ou par l'industriel, mais il part tout de suite dans les marchés. Et donc il y a une spéculation. Et donc il y a forcément un petit malin, voire des petits malins, qui vont spéculer sur le fait qu'on va le détruire de manière irréversible, et donc pour pouvoir après s'enrichir. Il y a en ce moment, les États-Unis ont 20 ans d'avance entre guillemets sur nous, et ils ont acheté des actions sur les espèces vivantes, animales et végétales. Et ils spéculent forcément aussi sur le fait que ces espèces peuvent disparaître. Donc s'enrichir sur l'érosion de la biodiversité. Ça c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Alors ce qui peut paraître effrayant, il faut le recontextualiser dans une idéologie. Donc l'idéologie sur laquelle l'idéologie du marché s'appuie sur 3 choses qui sont positives, et je pense qu'on ne peut pas les combattre si on n'a pas clairement à l'esprit que cette idéologie, elle est aussi portée par des gens qui peuvent être de bonne volonté. C'est pas le truc, c'est pas toujours tout noir et tout blanc. C'est que dans le marché, on retrouve quoi? Si on est dans, je vais le faire vite parce que le temps passe très, très vite aussi. Il y a d'abord la partie sur la démocratie. N'oubliez pas que le libéralisme, ça a été à la base, il y a 2 siècles, puisqu'on en est toujours là. Le libéralisme et sa racine, c'est celle de dire toutes les personnes ont le droit de commercer et de s'enrichir indépendamment de leur naissance. Le libéralisme au départ en Angleterre et avec Adam Smith est venu comme une sorte justement de libération par rapport à une naissance qui permettait ou pas d'avoir accès à la richesse. Et donc de fait le mot libéral en anglais veut dire de gauche. Il ne faut pas oublier les racines. Après ça a donné ce que ça a donné. Mais une certaine idéologie pour certaines personnes, elle provient aussi de là. Ensuite, il y a une deuxième chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que le libéralisme est très aussi connoté, et notamment dans beaucoup de défenseurs sincères de l'idée européenne, comme étant porteur de paix. C'est-à-dire qu'il y a une idée enracinée sur le fait que quand on commerce entre gens de bonne volonté, on ne se fait pas la guerre. Et donc le commerce et le libre-échange a aussi été vu, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, au moment où le GIEC a été lancé, comme étant en fait un garde-fou contre une guerre mondiale. Et c'est comme ça que c'est sorti. Après, maintenant, on sait que c'est le contraire, que la guerre des ressources va faire rage, et que c'est une géopolitique extrêmement dangereuse qui en ce moment étend toutes ses tentacules de manière planétaire. Mais il y a cette idée aussi donc, de démocratie, de paix. Il y a aussi, une troisième chose dans l'idéologie que l'on ne peut pas écarter, c'est le fait finalement de simplifier le rapport à l'altérité, le rapport à cette difficile acceptation de ce qui est en nous et de ce qui est en dehors de nous et qui est différent, finalement en ramenant tout à une seule dimension extrêmement simpliste qui est celle du prix. Et donc,
on se dit, eh bien, on ne se pose plus la question, la nature en fait, elle fait partie de nous. Comment peut-on l'utiliser, l'instrumentaliser, lui donner un prix, alors que finalement nous en faisons partie? Eh bien, finalement, on évacue cette question existentielle, parce que se poser la question du rapport entre l'être humain et la nature, c'est se demander qui nous sommes, que faisons-nous ici. Finalement, on arrive à quelque chose qui est plus spirituel. Là, la question, elle est évacuée, donc c'est plus tranquille, ça apporte plus voilà, on se prend moins la tête et on dit finalement, bah, je lui donne un prix et donc finalement j'en fais ce que je l'instrumentalise, je l'utilise comme je le souhaite. À ce propos, effectivement, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec Pascal Lamy au moment où il venait de quitter la présidence de l'OMC. Et effectivement, il a reconnu que le capitalisme financier avait des trous dans sa maille, et ces trous, c'était qu'il fallait à un moment ou à un autre pouvoir donner un prix à la vie. Et c'est là où nous arrivons donc à un mur, en tout cas en ce qui me concerne. Enfin, concernant la fameuse compensation qui nous arrive à travers la loi biodiversité, ne pensez pas un seul instant que cette compensation puisse être un frein aux industriels et aux multinationales. Au contraire, ils en sont, soyez-en persuadés, les principaux promoteurs. Lors du sommet d'Édimbourg sur le capital naturel, le premier sommet onusien, donc qui réunissait la Banque mondiale, les institutions internationales, les États, les acteurs sur la compensation, ce qui a été un peu le coup d'envoi de la compensation au niveau mondial. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la croissance économique ne peut pas être stoppée parce que de toute manière, nos multinationales ont besoin de continuer à s'étendre et de se développer. Ils en ont besoin. Ça, ce n'est pas discutable. En revanche, nous pouvons discuter de ce qui peut l'être, c'est-à-dire d'introduire des compensations à la destruction que vont occasionner les projets. Et donc, une fois que cela a été posé, c'est-à-dire on ne remet pas en question le besoin de croissance, on va donc parler de compensation. Et donc, vous verrez que les principaux promoteurs de cette idée de compensation financière, ce sont les multinationales elles-mêmes. Et donc, ce n'est pas du tout un contrôle ou au contraire ce qu'on aurait pu considérer comme une petite victoire de l'écologie. C'est au contraire se soumettre à ce qui, finalement, les arrange le plus les multinationales et les grandes institutions. En fait, là, il m'en faut 5. Donc, la seule solution, finalement, dans cette bataille qui va arriver, elle n'est pas encore prononcée, mais elle va arriver, c'est de déplacer le problème, non pas de déplacer le problème qui est aujourd'hui où on est enfermé dans le prix, mais le déplacer sur le plan moral. Et donc là, je citerai Christophe Bonneuil, qui est l'auteur d'un magnifique ouvrage sur la financiarisation de la nature. C'est qu'il rappelait qu'à un moment donné, quand on a voulu abolir l'esclavage, on ne l'a pas fait parce que, eh bien, finalement, même si c'était vrai, hein, on avait réussi à trouver du charbon pour pouvoir compenser l'énergie humaine et que, de fait, on allait pouvoir avoir un autre modèle économique avec un prix aussi rentable en remplaçant avec l'énergie du charbon puis avec l'énergie du pétrole. Tout ça, c'est juste, hein. Mais ce qui a vraiment arrêté, c'est qu'à un moment donné, on a dit que c'était un crime. Et on a arrêté les bateaux en partance par rapport les bateaux qui partaient gorgés d'êtres humains. On les a arrêtés parce qu'on a dit que c'était un crime et que cela relevait du moral. Effectivement, pour ce qui est en train de se faire sur la nature et sur le climat, il faut à un moment donné que ça passe sur le plan moral et dire que c'est un crime contre l'humanité. Sur le prix, de fait, vous savez très bien, et je ne m'étendrai pas plus parce que le temps est terminé, le prix est quelque chose de conventionnel. N'oubliez jamais qu'il ne veut rien dire. Il ne prend en compte ni le coût en amont de ce qu'on en a détruit, ni le coût en aval de ce que l'on a produit en termes de santé et de pollution. Cependant, à un moment ou à un autre,
c'est comme je vous le disais, il y aura une bataille qui doit se produire. Aujourd'hui, l'écologie est trop petite et en attendant, il y a une période de transition qui est nécessaire dans laquelle les ruses sont permises. De part, c'est sûr, de leur part à eux, c'est sûr, ils l'utilisent. C'est tout le discours verdoyant, du greenwashing, du gagnant-gagnant, etc. Mais de notre côté aussi, nous, du côté des défenseurs, on va dire, d'une planète tout simplement et de la vie, et bien nous devons aussi rentrer dans cette transition, dans cette ruse, et je crois que nous ne devons pas nous arrêter juste à un constat ou quelque chose de défaitiste, et nous avons plein de possibilités, et je pense que maintenant Dominique Bourg va vous en parler aussi à ma suite. Merci beaucoup.